De retour sur le plateau de ce 12-15. Merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 15h. Et on va s'intéresser à ces dernières révélations du New York Times avec vous, Sylvia. Y aura-t-il bientôt des instructeurs de l'OTAN en Ukraine? L'Amérique peut-elle lâcher sur cette ligne écarlate qui a été fixée par Joe Biden dès les tout premiers jours de la guerre? On s'en souvient. Nous y arriverons. C'est peut-être ce que dit le chef d'état-major interarmé, le général Brown. Et c'est ça qui nous surprend. C'est le New York Times qui nous dit ça aujourd'hui. Ouais. En fait, c'est une demande de l'Ukraine. L'Ukraine qui demande de former 150 000 recrues plus près de la ligne de front pour un déploiement plus rapide. Il y a deux raisons qui sous-tendent cette demande. La première, parce que ça prend du temps de former des hommes, de les retirer du front pour les former. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'OTAN, qui forme les soldats ukrainiens à la fois en Allemagne, en Pologne et aux États-Unis. Et aussi, il faut aller vite, il faut se préparer à une éventuelle offensive russe d'envergure cet été. Et la formation actuelle, elle n'est pas suffisante, elle n'est pas assez rapide. Alors une présence qui serait en effet bénéfique, les informations sur les innovations venant des lignes de front, elles seraient immédiatement recueillies par les instructeurs et les formations pourraient être adaptées. On a souvent eu des témoignages de soldats ukrainiens qui disaient que les formations n'étaient pas du tout adaptées, étaient décalées par rapport à ce qu'ils vivaient sur le front, et ce sont eux qui expérimentent la guerre au quotidien. Selon le New York Times, en effet, qui révèle cette requête ukrainienne, les États-Unis ne seraient pas d'accord. Imaginez si ces instructeurs américains venaient à être visés par les Russes, eh bien les États-Unis, dans le cadre de l'OTAN, seraient alors tenus de les défendre. Il y a donc des risques d'escalade évidents que Washington veut à tout prix éviter. Avant la guerre, il faut savoir que les États-Unis, ils étaient présents en Ukraine. Ils géraient un programme d'entraînement de l'OTAN près de Lviv, à l'ouest du pays. Et quand la Russie a envahi la Crimée, ils ont envoyé des effectifs accrus sur place. Mais en 2022, quand la guerre a éclaté, les instructeurs sont partis ailleurs. Écoutez ce que dit d'ailleurs l'ancienne responsable du Pentagone pour l'Ukraine sous Obama. Elle dit: ça ne surprendrait maintenant personne qu'on le fasse, alors que la main-d'œuvre est à découvert au front ukrainien et que les membres de l'OTAN et les dirigeants de l'Alliance envisagent d'aider à nouveau l'Ukraine à l'arrière. Alors les États-Unis disent non, Sylvia, mais les alliés de l'OTAN pourraient le faire? En tout cas, les États-Unis leur demandent de ne pas le faire aussi. Mais on sait que depuis les déclarations d'Emmanuel Macron, l'idée continue d'alimenter le débat. L'Estonie, cette semaine, a également déclaré ne pas exclure d'envoyer des troupes dans l'ouest de l'Ukraine pour assumer des fonctions arrière, ce qui pourrait libérer des zones pour le front, même sans cloche de la part de la Lituanie. Intéressant aussi, effectivement, ce que vous disiez, Anne, cette déclaration du chef d'état-major interarmé américain, le général Brown. Regardez ce qu'il dit: un déploiement des instructeurs de l'OTAN est inévitable, nous y parviendrons avec le temps. Mais il confirme aussi un effort en Ukraine mettrait en danger un groupe d'entraîneurs de l'OTAN. Il faudrait alors décider d'utiliser les défenses aériennes qui sont déjà rares pour protéger les instructeurs au lieu de protéger les infrastructures critiques à proximité du champ de bataille. Voilà ce que ça impliquerait aussi. Donc vous voyez que c'est loin d'être tranché. Et puis il y a du nouveau du brouillage autour de cette fameuse ligne rouge. Merci beaucoup, Sylvia. Colonel Goya, je me tourne vers vous. Est-ce que l'OTAN y réfléchit? C'est étonnant cette prise de parole du chef d'état-major interarmé américain. Est-ce qu'elle vous étonne aussi? Puisqu'on sait ce que Joe Biden a dit, ce que dit le Pentagone justement sur cet éventuel envoi de troupes, lui dit qu'à terme ça sera faisable. Est-ce que là bientôt on y arrive tout doucement ou pas du tout? On n'y est pas encore? Mais il y a on assiste à des fissures un peu dans la doxa, dans la doctrine Biden, on va l'appeler comme ça, de pas de boots on the ground et pas de tir sur la Russie avec nos armes. Déjà avec les déclarations d'Anthony Blinken disant finalement c'est les Ukrainiens qui décident ce qu'ils font. Là on dit finalement oui peut-être dans... La porte-parole Sabrina Singh du Pentagone elle est intervenue ce matin pour dire oulala, alors elle a précisé les choses en disant non toujours pas, c'est vraiment pour respecter la souveraineté nationale de l'Ukraine. Et elle a un peu contredit cette ambiguïté stratégique de Blinken. Voilà, on appellera ça comme ça. Mais bien sûr, non, mais on sent qu'il y a au moins des ballons d'essai, des fissures. On teste un peu les réactions russes à ces déclarations. Maintenant, sur le problème de la formation, oui, il y a un énorme besoin de formation à tous les niveaux. Il faut former des jeunes soldats, formation de base. Il faut former des techniciens sur tous les types d'équipements que l'on fournit. Tous les types d'équipements tout court d'ailleurs. Il faut former des états-majors, ça c'est un besoin urgent des Ukrainiens d'avoir des états-majors de corps d'armée capables de gérer justement des opérations comme celle qui se passe à Kharkiv. Il faut un état-major. Ça c'est un besoin important des Ukrainiens. Mais il y a un vrai besoin, je vous demande pourquoi, parce que donc l'Ukraine dit on a besoin de ça pour former 150 000 recrues. Oui. Le général Chouvency était très étonné tout à l'heure, il disait mais je vois pas ce que l'OTAN pourrait leur apporter parce que voilà, il
ils sont bien plus formés maintenant à faire cette guerre de maintenant que l'OTAN, visiblement. Ils sont même peut-être plus aguerris, ces Ukrainiens. Il faudrait peut-être demander à ceux qui sont les plus aguerris aussi au front d'entraîner les autres. Il y a une utilité quand même de l'OTAN ? Bien sûr. Alors, d'abord, évidemment, cette formation doit se faire en manière conjointe. C'est-à-dire que dans les camps, il doit y avoir à la fois des instructeurs occidentaux et des Ukrainiens. Et c'est même eux qui doivent avoir le plus d'importance dans l'affaire. Mais en réalité, un des problèmes majeurs qu'ont les Ukrainiens en termes de formation, c'est qu'il est très difficile pour eux de se former, de s'entraîner, grandeur nature, je dirais, alors que n'importe quelle partie du territoire peut être frappée par des missiles. Vous pouvez difficilement imaginer de faire une grande manœuvre de plusieurs milliers d'hommes, brigade, si elle est repérée, vous êtes frappé dans la foulée. Je rappelle qu'au tout début de la guerre, le grand camp de Yavoriv, qui se trouve à la frontière polonaise, c'est on est à 56 km de Lviv, je regardais ce matin. Oui, c'est entre Lviv et la frontière. C'est le grand camp de manœuvre de l'armée ukrainienne qui a été créé avant la guerre, qui a été créé d'ailleurs, autant que je me souvienne, avec l'aide peut-être des Américains et des Britanniques. Il n'y a plus d'Américains aujourd'hui. Pardon ? Il n'y a plus d'Américains aujourd'hui. Non, il n'y a plus d'Américains. En revanche, ce camp, il a été frappé, et c'est là où se formaient également des unités, et se formaient aussi notamment les volontaires étrangers venant en Ukraine, a été bombardé, il a pris une pluie de missiles dès le début de la guerre. Ça a refroidi un peu les ardeurs, je dirais. Ça peut-être, on a beaucoup parlé à ce moment-là aussi d'instructeurs britanniques qui se trouvaient sur place, il faut quand même le rappeler. Et donc ce que je veux dire, c'est que au moins avoir donné la possibilité aux Ukrainiens de s'entraîner à l'abri. Donc, par exemple, dans les grands camps en Pologne, mais éventuellement, pourquoi pas chez nous, en France, dans les grands camps de Champagne. On leur dit, voilà, vous avez un espace, entraînez-vous, formez-vous, là, vous vous préparez, vous entraînez au état-major, on vous aide, techniquement. Mais c'est quand même mieux d'être très près du front, d'être à 1 kilomètre du front que de faire revenir ces soldats ukrainiens, non ? Ou vous ne voyez pas de différence, vous ? En fait, la différence n'est pas énorme, si vous voulez, entre être à l'ouest de l'Ukraine, potentiellement frappable par missiles de croisière, et être en Pologne quelques dizaines de kilomètres, au grand maximum quelques centaines de kilomètres un peu plus loin, mais en sécurité. Bon, quelque chose me dit que c'est peut-être mieux la deuxième solution, quoi. Et puis ça permet, là, pour le coup, de mettre des conseillers, des instructeurs occidentaux sans risque politique ou sans risque militaire. Voilà, maintenant, peut-être qu'il faudra un jour... alors, on le fait, il faut être clair, il faut être hypocrite, on le fait de manière masquée. Il y a les instructeurs français, par exemple, en Ukraine ? Très probablement. Je pense que vous savez des choses, mais très probablement. Mais bien sûr, c'est à ça que servent les soldats fantômes. C'est pour ça qu'on les a inventés. Et on pourrait en faire. On peut envoyer ça s'est fait dans le passé, ou dans d'autres pays, envoyer des milliers de gens conseillers de manière masquée, ou vous utilisez des sociétés privées. Voilà, c'est une autre manière de masquer sa présence. Pourquoi les Russes seraient les seuls à pouvoir utiliser des mercenaires c'est une manière, effectivement, d'intervenir sans intervenir officiellement. Donc oui, il y a un gros besoin. Est-ce qu'il est nécessaire pour cela de faire ça en Ukraine ? C'est pas forcément évident. Est-ce qu'il sera nécessaire un jour d'envoyer des gens pour conseiller ou des techniciens pour aider en Ukraine ? Oui, probablement, même très certainement. Ça se fait de manière masquée, mais il faudra peut-être le faire à plus grande échelle et de manière plus officielle. Vincent Hugeux, c'est vrai que depuis la prise de parole d'Emmanuel Macron le 26 février, on a l'impression aussi que tout s'accélère. Il l'a dit à 4 reprises, le chef de l'État. Il est encore intervenu le week-end dernier quand on lui pose une question sur l'Europe. Il le redit à nouveau. Et on a l'impression que ça ouvre la voie là, à l'Estonie, comme le disait Sylvia, qui nous dit oui, nous on y pense. C'était le conseiller ministériel qui disait on y pense très sérieusement. Visiblement, ça a ouvert une brèche. Oui, cette déclaration qui avait vocation à restaurer une forme d'ambiguïté stratégique, elle a évidemment secoué le cocotier, mais elle a aussi conduit à certaines dissensions publiques, puisque, effectivement, à ma connaissance, le dogme américain du « no boots on the ground » n'a pas été revu et corrigé, et que d'ailleurs, à l'époque, l'administration Biden avait fait état de son hostilité à l'hypothèse émise par Emmanuel Macron. Mais les pays baltes, effectivement, nous fournissent 2 informations qui sont, à mon avis, très précieuses. D'abord, effectivement, cette idée de pouvoir envoyer des troupes à l'arrière pour libérer des unités combattantes appelées à être projetées vers le front. Puis, l'exemple lituanien est aussi intéressant parce que dans un entretien qui a été accordé au quotidien britannique The Guardian, vous avez
haut responsable lituanien qui dit, au fond, ces soldats ukrainiens en Ukraine, nous avons déjà entraînés sur le place. Pourquoi ne pas renouer avec cette tradition? Donc il y a effectivement cette idée qu'on peut les former hors les murs, pays baltes, Allemagne, Pologne, France, États-Unis, tout ce que vous voudrez, Allemagne, Royaume-Uni. Mais l'idée, en tout cas, fait son chemin du côté des pays baltes, qui ont de bonnes raisons historiques d'être les plus méfiants à l'égard de leurs grands voisins. Et donc, si vous voulez, c'est vrai qu'on sent que le débat aujourd'hui a été remis sur la table, quitte à mettre en évidence des divergences qui peuvent évidemment être exploitées par la propagande du Kremlin. Alors, des Ukrainiens attaqués dans le nord de la Russie, en difficulté dans le Donbass, très sérieusement, mais qui réalisent de jolis coups. Et là, il s'est passé quelque chose hier, Laura. Il y a eu 2 attaques sur Belbek, près de Sébastopol. Mais il y a eu aussi ces Ukrainiens qui ont attaqué la base navale de Novorossiysk, le port de rechange de la flotte navale russe. Alors, c'est pas la première fois, mais vous allez tout nous raconter sur ce qui s'est passé hier. Voici les images, Anne, de l'attaque qui circulent sur les réseaux. On y voit une série d'explosions, a priori de drones et de missiles, éclairer la ville. En pleine nuit, des flammes, des fumées s'échappent. Selon les habitants, un incendie s'est déclaré sur le port. Selon la presse ukrainienne, c'est bien cette zone, la zone portuaire, qui était visée. Il faut dire que Novorossiysk, vous allez le voir sur ma carte, un port russe de la région de Krasnodar, est un lieu stratégique depuis qu'il est devenu un des ports de substitution de la flotte russe de la mer Noire. Sébastopol étant désormais trop incertain avec les attaques ukrainiennes incessantes, les Russes ont transféré un certain nombre de bateaux à Novorossiysk. Et ce n'est pas la première fois que les Ukrainiens s'attaquent à ce port de rechange. Ils l'avaient déjà fait le 4 août dernier, visant un navire russe qui était stationné. Selon Kiev, la cible avait bien été atteinte et endommagée. Novorossiysk ne se cache pas d'être une place forte. Regardez ces images de la parade navale de juillet dernier, bateau de la mer Noire bien en vue, bien exposé. En la frappant, les Ukrainiens montrent donc qu'ils n'abandonnent pas leur stratégie contre les actifs russes. Alors, autre preuve un peu plus tôt dans la semaine avec l'attaque d'un aérodrome à Belbek en Crimée, et on a les images. Voici l'aérodrome de Belbek, après avoir été touché par des missiles à plusieurs reprises entre les nuits du 14 au 16 mai. Ces images sont signées Maxar et diffusées par un journaliste du New York Times, Christian Triber. Il déclare y avoir identifié 3 avions détruits, 2 MiG-31 et un Sukhoi 27 que j'ai ici encerclés sur les images. Un stockage de carburant près de la piste d'atterrissage a également été détruit, précise-t-il, et on le constate à l'image avec ce rectangle de cendres ici. Il publie aussi une photo plus large de la base, regardez, d'où l'on voit de très larges fumées s'échapper. Précisons que l'aérodrome de Belbek est situé ici, à une dizaine de kilomètres seulement de Sébastopol, ce qui montre que ce sont bien des missiles ATACMS qui ont agi, car la distance observée entre la limite du territoire ukrainien et la zone touchée correspond à celle d'une arme à longue portée, donnée confirmée par l'ISW et les Russes eux-mêmes, qui ont prétendu avoir détruit 5 missiles ATACMS au-dessus de la Crimée dans la nuit de mercredi à jeudi. On sait que des attaques MS de portée 300 km ont été livrées par les États-Unis à l'Ukraine au mois de mars. Des attaques MS déjà utilisées contre un autre aérodrome militaire de Crimée. Ici à Jankoï, c'était le 17 avril dernier. Ils avaient détruit cette fois des systèmes d'armement. Oui. Merci beaucoup, Laura, pour toutes ces précisions. Colonel Goya, on le disait, 2e fois que Novorossiysk est touché. C'est quand même assez rare. Il y a toujours ces difficultés ukrainiennes du côté de Kharkiv et du côté du Donbass. Mais néanmoins, ce qui est assez fort pour le coup, c'est qu'ils arrivent tout de même, là aussi, à mettre à mal en Crimée cette flotte russe et à continuer à confirmer leur très bonne maîtrise de ces drones navals aussi. Oui. Mais sur Novorossiysk, c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'on a déplacé la flotte et ils arrivent tout de même encore à frapper cette flotte. Oui, comment dire, il y a toujours pareil, il y a 2 types d'opérations militaires. Les opérations de conquête sur le terrain, on essaie de s'emparer du terrain ou de le défendre, on plante des drapeaux, c'est ce qui se passe du côté de Kharkiv par exemple. Et là on voit tout de suite les effets stratégiques qui sont immédiats, on peut les commenter. Et puis il y a les opérations de coups, ce qu'on appelle des opérations de coups, des opérations de raid, de frappe, où on donne des coups, voilà, et on n'occupe pas le terrain. Et là, pour avoir un effet stratégique, il faut généralement attendre. Certaines de ces opérations peuvent être des coups d'opportunité, comme celle de l'attaque de Belbek, il y a une opportunité, et on frappe, et on affaiblit le potentiel adverse tout de suite. Mais ça peut s'inscrire dans une campagne plus large, où on cherche à faire émerger un effet stratégique. Et là, la campagne de la mer Noire, on va appeler ça comme ça, de la part des Ukrainiens est tout à fait remarquable,
parce avec une série de coups, sans occuper quoi que ce soit, mais quelques terrains que ce soit, mais en frappant par missile, en frappant par drone, et en frappant par des drones navals, une technique maintenant qu'ils maîtrisent, qui sont les meilleurs au monde à la matière, à maîtriser, et avec des drones navals de longue portée. Novorossiysk, c'est pas à côté, donc il faut être capable de lancer des drones, de les guider sur des centaines de kilomètres. Ils ont réussi à obtenir un effet stratégique qui est d'avoir infligé des coups importants à la flotte de la mer Noire, de l'avoir chassé au moins de la mer Noire occidentale et d'avoir débloqué les ports, d'avoir levé le blocus et d'avoir rétabli le commerce des céréales, qui est un élément stratégique essentiel pour l'Ukraine. Donc là, c'est une campagne de raid, de frappe qui est parfaitement réussie, une grande victoire de la part des Ukrainiens. D'un point de vue technique, sur le détail tactique, notamment de l'attaque de Belbek, moi ce qui me frappe toujours, c'est la lenteur de l'adaptation des Russes, c'est-à-dire qu'ils sont toujours avec des bases, avec des avions qui sont en l'air libre, qui peuvent être frappés par un ATACMS à grande distance avec des sous-munitions très facilement. Et non, ils sont toujours 2 ans après, il n'y a pas de hangar, il n'y a pas de protection, etc. J'aurais voulu en parler avec vous, François Staub. Vous reviendrez, on en reparlera de cette non-adaptation, ou une adaptation peut-être un peu tardive des Russes. Merci à tous les 3 en tout cas d'avoir été là, merci de nous avoir accompagnés. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, la météo pour Alidium, le club juste derrière, présenté par Marie-Aline Mélihi. Je vous souhaite un très bon week-end, à bientôt. La météo avec CIC Entreprises à mission. Un bon modèle d'entreprise crée aussi de la valeur pour la société. CIC, construisons pour que le monde bouge. Bonjour à tous, une météo sous extrême vigilance aujourd'hui avec la Moselle qui est placée en vigilance rouge, pluie, inondation. Soyez extrêmement prudents si vous êtes dans le secteur. Vigilance orange également pour la Meurthe-et-Moselle, le Bas-Rhin et les Vosges. Vigilance orange, pluie, inondation et crue. Donc grande vigilance dans le nord-est du pays où l'épisode pluvieux continue. Aujourd'hui, on attend jusqu'à ce soir et cette nuit l'équivalent d'1 mois de pluie en 24 heures. À l'opposé, c'est l'instabilité qui se met en place sur le pays, comme vous le savez, cette instabilité qui ne nous quitte plus avec ces averses qui tournent parfois à l'orage, avec un risque de grêle dans le sud-ouest notamment. Donc pensez pour les agriculteurs et les arboriculteurs qui sont sur le qui-vive. Entre ces 2 zones, c'est un temps plus calme, plus clément et plus lumineux pour les plus chanceux d'entre vous. Des températures stationnaires à peu près aujourd'hui, 20 degrés à Lille, plus frais sous les nuages et la pluie du côté de Strasbourg, mais jusqu'à 24 pour Ajaccio. Et pour les 3 jours à venir, ce long week-end de la Pentecôte, un mot à retenir, l'instabilité. Mais tout cela, je vous en reparlerai dans votre prochain bulletin météo. À tout à l'heure sur LCI.